Alors nous voici dans la cabine et vous pouvez constater que j'ai mis sur la partie droite une copie des SOP sur lequel il y a deux colonnes, une colonne PF et une colonne PM. Donc comme j'ai signalé tout à l'heure, le PF va être celui qui va piloter l'avion, le PM va être celui qui va monitorer l'avion et le vol d'une manière générale. Et donc, indifféremment, ça peut être aussi bien le captain que le first officer. L'essentiel, c'est que ça soit décidé au début. Je préciserai même que dans certains cas, en particulier tout ce qui est cas de décollage interrompu, il y a une inversion des rôles, puisque dans tous les cas, si le captain dit stop, bien que le first officer soit PF, simple fait de dire stop, ça veut dire qu'il décide de faire un décollage interrompu et il devient automatiquement PF, puisque c'est lui qui va récupérer les contrôles. Donc il n'y a même pas besoin qu'il dise j'ai les contrôles, il redevient PF instantanément. Et à ce moment-là, évidemment, le first officer devient PM pour gérer la suite de la procédure. La première chose qu'on fait quand on rentre dans la cabine, c'est qu'on regarde ce qui se passe au niveau du panel des circuit breakers qui sont situés dans l'overhead. Alors je suis désolé, j'utilise beaucoup de termes anglais parce que à force de les utiliser en anglais, j'ai un peu oublié comment on disait certains termes en français, mais j'espère que vous comprendrez. Il s'agit bien évidemment des disjoncteurs automatiques quand je parle de circuit breakers. Alors vous pouvez constater qu'il y a deux types de circuit breakers, certains qui sont verts et d'autres qui sont noirs. Les verts sont ceux qui sont contrôlés par le système et monitorés, à savoir que s'il disjoncte, au bout d'un certain temps, il va y avoir un message qui va être affiché sur l'ICAM display et qui va nous indiquer quel disjoncteur est en panne. Une autre remarque concernant les disjoncteurs, il y en a certains qui sont bagués de rouge. Dans ce cas, c'est juste pour empêcher qu'ils soient remis en fonction au cas où. Il y en a certains pour lesquels il est absolument interdit de les remettre, que ce soit en vol ou au sol une fois qu'ils ont déclenché, pour des raisons de sécurité. C'est ce qu'on appelle les wingtip breaks. Ces disjoncteurs se déclenchent lorsque l'avion détecte que l'un des soit des slats, soit des volets, les flaps, ne sort pas de manière symétrique. Et ils vont freiner le moteur correspondant de telle manière à ce que la dissymétrie ne s'aggrave pas. Et il est bien évidemment absolument interdit de réenclencher ces wingtip breaks si jamais il est déclenché. Ça veut dire qu'il y a un problème de fonctionnement des moteurs qui actionnent soit les volets, soit les becs d'attaque, les slats. Et dans ce cas-là, on ne doit pas y toucher. Donc les verts sont monitorés, les noirs ne sont pas monitorés, et cela, il faudra s'en rendre compte le cas échéant. Une petite chose concernant le overhead panel et plus principalement le circuit breaker panel, vous pouvez constater sur la partie gauche et la partie droite, normalement en haut et en bas, mais j'ai l'impression que sur le Flight Factor A320, ça n'a pas été représenté, il y a des lettres et des chiffres. A, B, C, D, E, F, G, H et HA. Ce sont des indices pour localiser tel ou tel circuit breaker particulier, en particulier en cas de procédure à appliquer, car certaines procédures de computer reset sont applicables y compris en vol. Et dans ce cas-là, il va falloir disjoncter manuellement un certain nombre de disjoncteurs en évitant de se tromper. Et pour ça, ils sont repérés. Donc par exemple, le G8, ça voudra dire qu'on utilisera le disjoncteur de la ligne G et colonne 8. Je l'ai déjà fait au sol une fois. On avait un petit souci avec un contrôleur de pression d'un pack pendant tout le vol à l'aller. On a surveillé, ça s'est bien passé.
Et une fois arrivé au sol, on a les moteurs éteints. On a suivi la procédure qui était indiquée donc dans le QRH au niveau de ce qu'on appelle des Computer Reset Table. Donc il est indiqué en fonction de tel ou tel type de panne qu'on peut avoir, si oui ou non on peut appliquer la procédure de redémarrage des systèmes concernés. Et dans ce cas-là, on suit la procédure en disjonctant manuellement chacun des disjoncteurs concernés, qui sont disséminés un peu partout sur les panels. Pour savoir si le disjoncteur auquel on fait référence est situé sur celui-ci, ou alors sur les disjoncteurs qui sont, le panneau des disjoncteurs qui sont situés derrière le panneau derrière le siège du First Officer, il y a également une lettre, mais j'ai l'impression également qu'elle n'est pas représentée. C'est un panneau VU avec un numéro VU quelque chose, qui doit être normalement en haut à droite. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Il est à peu près situé ici. On regardera ensemble si sur le panneau des disjoncteurs, situé derrière le First Officer, ce numéro est présent. Voilà, on continue tant qu'on est sur l'overhead en partie haute. Et puisqu'on a vérifié en passant la main sur ces circuit breakers qu'aucun n'avait disjoncté, auquel cas, puisqu'on est encore au sol, on demanderait à la maintenance de vérifier si c'est prévu. Il se peut que certains circuit breakers aient été disjonctés, mais auquel cas, normalement, il y a un petit sticker qui indique que ça a été fait exprès pour la maintenance et il y a une procédure qui dit si on peut y toucher ou pas. Mais normalement, on ne touche pas un disjoncteur qui a été déclenché sans avoir un avis de la maintenance. Quand on passe à la partie gauche de l'overhead, on trouve le panel de l'ELT qui correspond à l'Emergency Locator Transmitter, qui est la balise de détresse. Cette balise de détresse est obligatoire sur tous les avions de transport, y compris sur les petits avions légers. En fait, c'est une balise de détresse qui est équipée de capteurs de choc, de G en particulier, et qui, au-delà d'un certain niveau, vont déclencher et émettre automatiquement un signal de détresse sur deux fréquences, une étant 121.5, l'autre je pense que c'est 413 MHz, mais je vous avoue que je n'en suis plus très sûr. Donc là, la seule chose à faire, c'est vérifier qu'elle est sur la position armée, ce qui veut dire qu'en cas de choc, donc l'ILT va déclencher automatiquement et permettra de guider les recherches de l'épave le cas échéant. Juste en dessous, vous trouvez un autre panel qu'on positionne pas toujours à cet endroit-là, ou qui peut avoir une présentation différente suivant les avions. C'est le panneau des contrôles des verrous de porte. La porte, je vous l'ai dit tout à l'heure, était équipée de 3 verrous électromagnétiques, un en haut, un en bas à gauche, et ce panneau permet de vérifier leur bon fonctionnement. Normalement, on vérifie également le bon fonctionnement de la porte, au moins au tout début du premier vol de la journée. Bon, là, je vais vous en faire l'économie, mais je vous indique simplement qu'on peut le vérifier. Alors pour ça, il y a 3 LED. Je vous avoue que je ne me rappelle plus si elles sont vertes ou rouges. Je pense qu'elles sont vertes, mais je vérifierai le cas échéant. Une qui correspond au verrou du haut, une qui correspond au verrou du milieu et une qui correspond au verrou du bas. Donc quand les 3 sont affichés en vert, je pense, ça veut dire que les verrous sont enclenchés. De l'autre côté, on a 2 diodes qui correspondent au contrôleur de ces verrous. Il y en a 2 pour matière de redondance, donc il y en a un qui est actif en permanence et l'autre qui prend automatiquement le relais si le premier est en panne. En ce qui concerne celui qui est actif, normalement c'est un système de bascule, c'est-à-dire que à chaque mise en route, il va y en avoir un qui est actif et ça va passer à l'autre lorsque la prochaine mise en route sera effectuée. Donc on passe d'abord le 1, au retour on passera au 2 et ainsi de suite. Les 2 trous qu'il y a ici, je me suis longtemps posé la question parce que je n'arrivais pas à savoir ce que c'était, puis j'ai compris. En fait, ce sont des capteurs de pression. Il se trouve qu'il y a un problème si jamais il y a une dépressurisation importante du cockpit et que la cabine n'a pas été dépressurisée. Donc il se peut que la surpression dans la cabine fasse exploser la porte et que ça soit dangereux. Donc ces capteurs de pression vont justement capter
un problème de pressurisation du cockpit, et le cas échéant, vont déverrouiller la porte de telle manière qu'elle s'ouvre toute seule et qu'elle ne se vrille pas ou qu'elle ne devienne pas coincée sous l'effort lié à la différence de pression entre le cockpit et la cabine. Voilà, donc une fois qu'on a vérifié ces éléments, le bouton de l'ILT qui normalement reste en position armée en chaque fois, mais qui éventuellement pourrait être manipulé malencontreusement, soit par quelqu'un de la maintenance, soit tout simplement un coup de tête, parce qu'il faut dire que le overhead est à cet endroit-là est à peu près situé au niveau de la tête pour les gens qui sont un peu grands. On va se tourner vers le deuxième panneau, les panneaux qui sont situés derrière le siège du First Officer et qui sont les panneaux des circuit breakers, on va dire secondaires. Les principaux étant situés sur l'overhead, c'est ceux qui sont susceptibles d'être manœuvrés en vol. Les autres sont plus secondaires. Là également, on retrouve des circuit breakers verts et noirs. Je vous ai déjà expliqué à quoi ça servait tout à l'heure. Vous pouvez remarquer qu'ils sont classés par logique. Classés par logique et par système fonctionnel. On retrouve également les fameuses lettres dont je vous parlais tout à l'heure et on va regarder tout de suite si en haut, quelque part, il y a marqué le fameux VU quelque chose, mais a priori, je ne le vois pas. Donc, ça a été oublié. Il faut juste savoir que ce VU, c'est une indication qui est donnée sur les procédures en cas de réinitialisation. Il est marqué panneau VU 102, 103, je vous avoue que je ne me rappelle plus vraiment, mais voilà, ça vous indique la position du panneau et où aller chercher le disjoncteur à déclencher. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé des wingtip brakes. C'est les WTB qui correspondent donc effectivement, on le voit bien ici, soit au bec de bord d'attaque, les slats, soit à droite les flaps. Je pense que c'est pas FLT, mais ça doit être FLP probablement. Peut-être une erreur ici. Et ces disjoncteurs ont donc un capot spécial qui les empêche de le réinitialiser si jamais ils ont déclenché. Donc voilà pourquoi ils ont cette forme bizarre, parce que ceux-là, il ne faut absolument pas pouvoir les réenclencher en vol. S'ils sont déclenchés, on n'y touche plus et c'est la maintenance qui appliquera la procédure prévue une fois au sol. Alors, je recule un peu, je dézoome. Bon, c'est l'avantage de ce système, c'est qu'on peut se déplacer un peu partout, y compris en montant à pieds joints sur le siège. Alors ensuite, avant, vous voyez qu'on n'est toujours pas assis. Alors évidemment, je la fais un peu longue, on fait ça beaucoup plus rapidement en temps normal. On va vérifier à cet endroit-là, en ouvrant le capot, que les gilets de sauvetage sont bien situés, ici et ici. Et le troisième, il est situé sous le siège du jump seat, à cet endroit-là. Ensuite, ça c'est toujours la tâche du PM, on vérifie que l'extincteur est situé au bon endroit. Normalement, on trouve une hache, la voici, qui se trouve ici, qu'elle est bien placée. Ici, on va trouver des gants anti-feu pour pouvoir intervenir en cas de problème. Et on peut trouver d'autres éléments. Alors, il y a peut-être un élément qui va vous intéresser ici, c'est une anecdote, elle n'y est pas sur tous les avions, j'avoue que sur les nôtres, je ne pense pas qu'elle y soit, je ne l'ai jamais vue, mais je sais qu'elle y est. Ça peut être, alors là, ils l'ont appelé disk storage, c'est pour pouvoir stocker les disquettes de réinitialisation ou de mise à jour du MCDU et du FMS d'une manière générale. Mais ça peut être également un coffre-fort pour pouvoir stocker des valeurs, on va dire, sensibles au cas où il y en a besoin. À cet endroit-là, vous allez trouver le panneau oxygène avec les deux masques, puisqu'ici, il y aura le masque copilote et à droite, il y aura le masque supplémentaire qui est destiné au jump seat, le cas échéant. Ils font partie du test, on les testera après. Je ne suis pas certain que cette version de FFA 320 autorise ça, je regarderai tout à l'heure. Bon là, tout simplement, on a une poubelle. Et aussi, on a des petits rangements qui sont bien utiles parce qu'on a toujours tout un tas de trucs. Moi, d'habitude, sur cette poubelle-là, je mets ma bouteille d'eau parce qu'on se déshydrate assez vite et il faut qu'on consomme au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau
d'une manière générale. Là, on stocke d'habitude tous les papiers concernant l'avion, en particulier le manuel de maintenance, qui sera rempli par le capitaine le cas échéant. Et ici, on va avoir le rangement plus classique où on mettra les checklists ou alors le plan de vol quand on n'en a pas besoin. Ici, on a divers rangements, ça varie suivant les versions. Je ne suis pas certain que sur les nôtres, ce soit de la même manière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on se tourne de ce côté-là. Et on va vérifier un certain nombre de choses également. L'extincteur, s'il y est. Ici, on a une petite penderie pour que le capitaine et le first officer mettent leurs affaires. Une petite penderie. Et en partie basse, il y a une partie intéressante. C'est normalement fermé par une plaque en plexi. Et c'est là qu'on va mettre les flammes Remove Before Flight qui sont utilisées sur le train d'atterrissage et divers endroits de l'avion, en particulier donc le train d'atterrissage et le train, la roulette de nez. C'est très important de les avoir là. Ils sont mis derrière une plaque transparente parce que ça permet d'un coup d'œil du first officer de vérifier qu'ils sont bien là. Il faut savoir que c'est arrivé, malgré leur côté apparent et le fait que ça fait, pour je pense ceux du train, ils doivent faire au moins 30 cm de long, si ce n'est plus. Il s'est arrivé qu'il y ait eu des vols qui soient commencés avec ces flammes qui n'étaient pas à bord, ce qui voulait dire que les systèmes correspondants de protection n'avaient pas été enlevés. L'avion a été repoussé, il a décollé et au moment de rentrer le train, évidemment, le train n'est pas rentré. Donc, à part une grosse honte du capitaine qui a dû certainement se faire engueuler, il n'y a pas mort d'homme, mais voilà. Donc, c'est pour ça que normalement, toutes ces petites flammes rouges doivent être stockées à cet endroit-là. On vérifie, alors là, je viens de m'apercevoir que... Ah non, voilà. J'allais dire que ça n'existait plus, mais ça y est. Donc cette bouteille ici est ce qu'on appelle la bouteille du Rain Repellent. C'est un produit assez visqueux qu'on projette sur le pare-brise lorsqu'on a dépassé une certaine vitesse et que les essuie-glaces ne peuvent plus être opérés. Mais il faut dire que c'est assez opaque et qu'on ne voit pas grand-chose. Ça empêche effectivement les gouttes d'eau d'adhérer au pare-brise, mais personne ne l'utilise visiblement, en tout cas pas dans la compagnie où j'étais précédemment. Et voilà, mais il faut savoir que ça, c'est la bouteille donc du Rain Repellent et que normalement dans la vérification du cockpit, on vérifie le niveau qui est indiqué quelque part par ici. Donc là, on a fait le tour du cockpit, on a vérifié les deux live vests, on a vérifié l'équipement de sécurité. On va pouvoir prendre la position à l'intérieur du siège. Alors ici, dans le siège, il y a plusieurs leviers. Je vais descendre un peu pour pouvoir vous les montrer. Voilà. Ici, vous avez 3 leviers. Et ici, vous avez 3 interrupteurs également. Les 3 leviers sont l'équivalent manuel de ces 3 interrupteurs qui sont des commandes électriques. Les gars qui pilotent des Boeing sont très jaloux parce qu'eux, ils ont des sièges à commande manuelle uniquement. Et nous, on est aussi avec commande de vol électrique au niveau du siège. Donc là, c'est le levier qui permet de gérer l'inclinaison du dossier. Ça, c'est ce qui permet de débrayer le réglage manuel de l'avance du siège, donc sur le rail en L. Et celui-ci, c'est pour monter ou descendre le siège. Là, pareil, on a un bouton qui permet de monter ou descendre le siège, qui est très pratique pour pouvoir le régler précisément. Et je me suis rendu compte qu'en vol, en fait, on change assez souvent la hauteur du siège en fonction des phases de vol. Et ça, c'est pour avancer ou reculer le siège, le cas échéant. Donc, on s'installe sur notre siège. Et tant qu'on y est, on va régler le siège. Alors, je ne sais pas, je vous avais parlé une fois des différents éléments de réglage du siège. Et ça, c'est un élément très important. Ces deux index indiquent la position de réglage de cet accoudoir de droite, qui est spécifique à chaque pilote et à la position désirée pour avoir un accès facile au side stick. Pardon. Donc sur l'avant, on ne le voit pas là, mais sur l'avant, il y a 2 molettes qui vont permettre de régler cet index et qui vont faire varier
l'ensemble de l'accoudoir en hauteur et en inclinaison. Donc par exemple pour moi mon réglage c'est A4, donc je le connais par cœur et quel que soit l'avion sur lequel je m'installe, je règle ça, les deux molettes en A4 et tout de suite je sais que quand j'avancerai mon siège, alors ici vous pouvez voir il y a une petite partie inclinée qui est une sorte de tremplin à ski et sur l'accoudoir, juste en dessous il y a une roulette blanche en PVC qui va rouler sur ce tremplin, qui va le remonter à la bonne hauteur et une fois que le siège sera avancé à la bonne position, eh bien, le bras sera tout à fait dans le prolongement du side stick et ça va tomber naturellement dans la main. On a la même chose au niveau des pédales. Ici, il y a une poignée qu'on tire et ça fait avancer l'ensemble des deux pédales du rudder. Alors ici, on ne le voit pas parce que ça n'a pas été représenté, mais là, il y a également une petite règle circulaire avec des numéros. Et moi, par exemple, mon numéro, c'est le 8. Donc, une fois que je suis installé sur le siège, la première chose que je fais, c'est que je règle mon accoudoir. Et deuxième chose que je fais, c'est que je règle, en tirant sur cette manette, les pédales pour les faire avancer ou reculer en fonction d'eux. Pour ceux qui se posent la question, tant qu'on y est, sur ces deux éléments, tout simplement, ce sont des repose-pieds. Bah ouais, c'est un des rares avions où on peut faire ça, c'est-à-dire qu'en croisière, pour éviter de toucher les pédales, ce qui serait très dommageable à grande vitesse, en vitesse de croisière à Mach 0,8 ou Mach 0,82, il ne faut surtout pas toucher les pédales parce qu'on pourrait vraiment faire un sacré effet de lacet et ça pourrait être dangereux. Donc on appuie avec le pied sur ces repose-pieds de manière individuelle et ils descendent à peu près là où je vous indique la flèche et on peut poser les pieds. C'est assez pratique, on recule le siège et c'est pas mal. Ça, je me suis longtemps demandé à quoi ça servait. Bah, tout simplement, c'est pour éviter d'endommager les écrans. Vous voyez qu'ils sont juste en face, donc ça permet d'avoir le pied au moment où on appuie avec le pied sur la pédale. Ici, on a la table qu'on va pouvoir déplier le cas échéant. Je pense que ça marche. Ça a eu marché sur le FFA, je ne sais pas pourquoi sur cette nouvelle version, visiblement ça ne fonctionne pas. Donc on est installé et là on va pouvoir commencer à faire la cockpit preparation.